Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout une inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Masha Merrill a masqué ses douleurs derrière un sourire enjôleur, construit un conte de fées sur les ruines d'un passé, fait de la liberté l'étendard de sa féminité. Aura-t-elle le cran de tout raconter ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Bonjour, mais oui, c'est bien moi, Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. J'aime mieux le dire moi-même parce que vous n'aurez sûrement pas l'accent. J'ai absolument pas l'accent. Voilà. Bonsoir, Masha Merrill. Oui. Merci d'être là. La question, c'est comment ça va ? Parce que vous avez dit, je déteste la psychanalyse, je n'y crois absolument pas. Alors, j'ai pas la prétention du tout d'être un thérapeute, mais quand même, c'est un exercice un peu particulier où on est amené à se raconter, à essayer de démêler les liens de sa vie. Il y a deux choses. La psychanalyse, c'est une thérapie. C'est une façon d'essayer de vous guérir de quelque chose. Moi, je suis en bonne santé, j'ai pas besoin qu'on me guérisse. Alors donc, c'est pour ça que je n'aime pas la psychanalyse. En revanche, parler de moi, ça, j'adore. On va parler de vous. On va découvrir une Masha Merrill insoupçonnée pour beaucoup de téléspectateurs, parce que derrière ce sourire, cette joie de vivre, ce rang que vous tenez, il y a aussi une certaine détresse, quelque chose de profond, de lourd sur lequel vous vous êtes construite. On va y venir. Mais votre vie a des allures de conte de fées, évidemment, puisque vous êtes princesse, Masha. Oui, attendez, princesse fauchée, émigrée, c'est pas princesse, hein. C'est vraiment au contraire presque un handicap. Parce que les gens s'imaginent Dieu sait quoi. Je me rappelle à l'école, on me disait « Alors ton père, il est roi, si tu es princesse ». Et on était horriblement fauchés. Mais c'est un avantage, on va en parler. On va raconter ça. On connaît la comédienne, on va la redécouvrir. Vous avez tourné avec les plus grands, Godard, Lelouch, Blier, Varda, l'auteur de nombreux livres. Et puis aussi, évidemment, vous incarnez la féminité décomplexée. Vous parlez de sexe, alors sans aucune pudeur. Vous êtes une éternelle amoureuse. Évidemment, dans les contes de fées, ça se termine toujours bien. Il y a votre prince charmant, puisque vous êtes mariée, il n'y a pas si longtemps de ça, avec Michel Legrand, 50 ans après une première relation avec lui. Et dans le conte de fées, il manque la fin, puisque normalement, dans les contes de fées, la dernière phrase, c'est « Ils eurent beaucoup d'enfants ». Mais attendez, c'est pas cuit, hein. On va faire des choses qui sont comme des enfants, même mieux que des enfants. C'est-à-dire, Masha ? C'est-à-dire des œuvres, c'est-à-dire un exemple, c'est-à-dire être quelque chose pour les autres qui n'est pas égoïste. Je vous propose de démarrer par un autoportrait. On a été pioché de part et d'autre dans tout ce que vous avez pu dire sur vous, des phrases qui illustrent bien qui vous êtes. J'ai dit quelques conneries dans ma vie, faut dire. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas la seule. Allez, on regarde. Je ne suis pas très croyante, je vous dis tout de suite, mais je pense qu'il y a un après. Je pense qu'on ne peut pas vouloir s'exprimer s'il n'y a pas une souffrance quelque part, une grande souffrance, parce que les petites, on résout les problèmes. Je n'ai pas su tout de suite que j'étais morte. C'est une réflexion qui a mis 15 ans, depuis ce jour fatal où j'ai appris que je n'aurais jamais d'enfant. Ma mère nous a transmis ce mythe d'un homme parfait, qui était mon père. C'est compliqué après pour en trouver un pareil. Je ne sais pas son nom, il ne sait pas mon nom. On a parlé pendant tout le voyage et à un moment donné, on s'est regardés, on s'est levés tous les deux, on est allés aux toilettes et ça a été fulgurant, rapide, essentiel. On ne pouvait pas ne pas le faire. Étrangement, moi, j'avais vaguement l'instinct que les plus belles choses de ma vie m'arriveraient un peu tardivement. Et Michel, c'est un renouveau complet. Et maintenant, nous ne sommes que la crème de la vie. C'est fidèle, hein ? Ça va, j'adhère à peu près à tout, oui, c'est vrai.
Je vais vous faire une petite confidence. Je suis polythéiste, c'est-à-dire je crois qu'il y a des dieux au-dessus de nous qui s'amusent avec nous. C'est ce qu'on appelle le destin aussi. Et quelquefois, certains de ces dieux descendent sur Terre. Eh bien, moi, j'en ai reçu un dans ma vie. C'est Michel. C'est un ange. Il est descendu et il est auprès de moi. Et je pense que lui, il est devenu un demi-dieu. Et moi, avec lui, je suis devenue une demi-déesse. Ça vous convient? Ah oui, ça me convient très bien. Michel sera avec nous tout à l'heure. Il va venir? Il va être là? Il va être là à la fin de l'émission. Ça, c'est aujourd'hui, mais on va commencer à l'enfance, si vous voulez bien. On parlait de princesse russe, désargentée. Il faut quand même que vous nous racontiez dans quel milieu vos parents ont évolué, parce que vous, on va y venir, c'était une enfance très modeste, mais eux, c'était l'opulence, une opulence presque inimaginable. En Russie, c'était des propriétés immenses, on comptait des centaines de milliers d'hectares. C'était des gens qui étaient des grands propriétaires terriens, donc ils ont tout perdu à la Révolution. Mon père est parti d'un côté, ma mère à travers la Roumanie, la Bessarabie. Et ils se sont retrouvés en France, sur la Côte d'Azur, où beaucoup de Russes s'étaient installés. Mais le reste de la famille a été déporté en Sibérie ou zigouillé. Donc mes parents avaient non seulement tout perdu matériellement, mais ils avaient aussi des blessures terribles. Et je pense que si vous voulez qu'on aille vraiment expliquer les choses, les blessures des parents, les enfants les transportent. Donc sûr. Moi, j'ai vécu les douleur de ma mère qui a su que ses parents sont morts de froid en Sibérie et que ses deux sœurs jumelles qui vivaient en Sibérie dans un camp, déportées, reléguées, il avait dit Staline, mais enfin, qu'elles ont enterré leurs parents de leurs mains. Ce sont des choses que, évidemment, j'ai entendues et je ne peux pas ne pas en tenir compte. Mais étrangement, le malheur a son poids inverse, c'est-à-dire ça donne de la force, ça oblige. C'est-à-dire que moi, j'ai vaincu le malheur. On comprend bien d'où viennent vos parents, et donc... Pas mal, hein, quand même, comme striptease. Là, Potelé, et déjà striptease. Mais vous ne trouvez pas qu'on me reconnaît? J'ai exactement la même bouille maintenant, j'ai pas changé. Les mêmes yeux. Cette Russie, vous ne l'avez pas connue, puisque vous n'avez pas été conçu là-bas, mais on a décidé de la retranscrire un peu en images, ce que vos parents ont laissé, puisqu'ils ont donc fui la révolution russe, et l'opulence que vous décrivez. Votre grand-père paternel possédait 60 000 hectares, il avait 40 domestiques qui dormaient par terre dans la cuisine. Votre mère, elle ignorait l'existence des billets de banque. À 14 ans, elle n'avait jamais vu même une pièce de monnaie. Comme vous dites, on est héritier de ses parents, même si vous n'avez pas connu cette période-là. Vous venez de là, Macha. Alors, ce que ça m'a donné, puisque c'est ça qu'on va essayer de comprendre, moi-même, c'est une sorte de fierté, une élégance intérieure, c'est-à-dire de ne pas être minable. Moi, je ne me plains pas. Quand j'ai mal quelque part, j'en parle pas. Quand on m'a fait du chagrin, je ne le dis pas. À personne, même pas à Michel? Même pas à Michel. D'ailleurs, maintenant, avec Michel, c'est un tel bonheur que je n'ai plus aucune douleur. Alors là, c'est miracle, hein. Mais donc je vais vous faire une autre confidence. C'est la première fois de ma vie que j'ai confiance en un homme. J'ai confiance totalement. Tous les autres compagnons de ma vie m'ont trahi. Vous ont trahi, vous dites? Alors, il y a beaucoup de façons. Il y en a un qui ne m'a pas épousée parce que j'étais pauvre. Il y en a un qui ne m'a pas épousée parce que je n'étais pas juive. Il y en a un qui ne m'a pas épousée parce que j'empiétais sur son travail, que je risquais de le déranger. La seule personne au monde qui m'a épousée telle que je suis et avec en plus, disons, l'envie que ce soit magnifique, c'est Michel. Alors, il a fallu qu'on attende 50 ans, vous connaissez notre histoire. Eh bien, on va la raconter, votre histoire. Mais donc, que vous allez la raconter. Vous le dites, finalement, ce dont vous avez hérité, c'est de vous tenir. C'est ce que dit votre amie Irène Frein. Elle dit, Macha, c'est une femme qui se tient, vous ne vous relâchez jamais, vous tenez votre rang. Bruno Solo, qui sera avec nous tout à l'heure, dit, Macha Merrill, c'est une aristocrate, une princesse. On ne lui tape pas sur l'épaule comme à une pote. On rit, mais on ne se permet pas de familiarité. Elle n'apprécierait pas. C'est-à-dire que l'amitié, l'amour, l'affection, je suis tout à fait preneuse. Ce que je n'aime pas, c'est les fausses... On est pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On a tous des grandes différences et moi, j'aime bien qu'on marque les différences. Moi, j'ai vraiment une histoire. Donc, ne pas faire semblant qu'on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Voilà. Vous venez donc de la haute, on l'a compris. Vous avez un rang à tenir. Regardez mon papa, l'allure qu'il avait. Hein, c'était... Vous savez quelle est la devise de ma famille? Dites-moi.
c'est être et ne pas paraître. Et être, c'est justement être aussi un exemple. Ne pas être, comment dire, fragile, frêle. Il faut être fort. C'est une façon d'honorer d'être au monde. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je vous dis. Mais... Non, c'est pas compliqué, mais d'ailleurs, c'est tellement fort chez vous que ça s'est inscrit dans votre écriture. Figurez-vous que vous nous avez donné, comme tous les invités, une lettre. On l'a évidemment donnée à notre graphologue, Sophie Drisbourg. Elle ne sait pas de qui il s'agit à chaque fois, évidemment. Et ce que vous me racontez là, elle les décrit avec ces mots. Regardez. Ce qui frappe en priorité l'œil de la graphologue dans cette écriture, ce sont les formes stylisées et également les étrécissements qui alternent avec une sorte de pression déplacée et l'élan du rythme de l'écriture. Ça donne tout de suite l'image directrice de quelqu'un qui a des aspirations élevées, des exigences morales et culturelles fortes, de quelqu'un qui veut donner l'image que c'est quelqu'un de bien, qui ne se contente pas de la médiocrité. Il y a un élan vers l'autre, mais il y a quand même avec les angles, qu'on voit aussi dans certaines parties de lettres, une retenue, comme un cavalier qui va retenir sa monture, comme si cette femme avait dû se protéger et se défendre d'une réalité plus douloureuse au départ dans sa vie. Mais sous couvert d'être quelqu'un d'aimable, d'agréable dans la relation, on voit bien dans les barres de thé, il y a un côté un peu mousquetaire qui est digne, mais qui en même temps attaque quand il faut attaquer. Ça donne aussi quelqu'un qui repère facilement ce qui va, ce qui ne va pas, très perfectionniste dans son travail et qui a besoin de faire des choix de qualité, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Oh, c'est formidable. Je veux bien la connaître, cette personne-là. On vous donnera son numéro. Pas seulement la graphologue, mais aussi la personne dont elle parle. Vous n'êtes pas né en Russie, vous êtes né au Maroc, à Rabat. Votre père s'était installé au Maroc après un passage en France. Il était ingénieur agronome. À ce moment-là, vos parents avaient réussi une forme d'exil et ils avaient laissé derrière eux les douleurs. Je disais que votre mère voulait un fils. Oui. Elle ne voulait pas une fille, elle était même furax. Qu'est-ce que vous diriez que ça a impliqué dans votre construction personnelle, cette déception originelle, Macha ? Ah, certainement quelque chose. Mes parents avaient 2 filles, mes 2 sœurs, Hélène et Elisabeth. Et 10 ans plus tard, ils ont décidé de faire un petit garçon. Et c'est moi. Alors, je pense que ma mère était un peu déçue. Elle m'a habillée avec ce désir d'un garçon. Elle m'a donné de la force, elle m'a donné de l'énergie. Alors ça joue un rôle, parce que ça permet d'affronter les difficultés de la vie. Et puis, quand mon père est décédé, je crois qu'il m'a fait la chose la plus grave qu'on puisse faire à un enfant, c'est de mourir. Alors, il faut rappeler dans quelles conditions, si vous voulez bien, pour les téléspectateurs. Votre demi-frère meurt à la frontière allemande en 1945. Au front, très tragiquement, la veille de l'armistice. Vraiment, c'est une mort inutile. Et mon père était si affligé, si désespéré. Il a voulu prendre un bateau immédiatement, aller chercher son corps et l'enterrer au cimetière orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est à côté de Paris. Et il a attrapé le typhus et il est mort pratiquement 3 mois plus tard. Et ma pauvre maman, dans l'espace de 6 mois, a perdu les 2 hommes de la famille. Très tôt, perdre ce père, dans ces conditions assez fracassantes, j'imagine que ça, c'est resté très fort en vous. Mais ça, la peur de l'abandon, ça a dû être présent. Bon, alors ça, c'est freudien pur. Hein. Vous voulez m'expliquer que la perte de mon père m'a empêché de me livrer à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs la vérité. Quand je vous dis qu'on m'a trahi, moi aussi, j'ai pas fait confiance. Donc, si toutes mes histoires d'amour ont échoué, c'est parce que je ne les ai peut-être pas vécues avec assez d'engagement. C'est possible. Et ça vient peut-être de cette peur d'être sans un père, sans une présence masculine, de ne pas croire aux hommes. Évidemment, c'était il y a longtemps. Évidemment, ça vous a marqué. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui ? Comment votre vie a été fracassée ? Vous savez, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je suis tellement dans le présent, vous savez, Marco. Il faut peut-être pas trop aller se poser des questions. Je pense qu'il y a un fait. Tout d'un coup, on se retrouve 4 femmes, ma mère, mes 2 sœurs et moi, devant la vie. Et ma mère a eu ce panache extraordinaire. Elle nous a amenés à Paris. Allez hop, on quitte le Maroc, Paris. Et je lui serai éternellement reconnaissante parce qu'elle a fait de moi la jeune fille que je suis. Elle a fait de moi une jeune Parisienne qui a pu avoir les opportunités que j'ai eues. Oh, maman. Alors, maman, c'est une merveille parce qu'elle a écrit ce livre à 80 ans qui s'appelle « Blond étaient les blés d'Ukraine ». Je l'ai un peu poussée à écrire ce livre et elle a fait un succès immédiat. Et je me suis toujours dit que l'histoire se répète et que mes grands succès
ils m'arriveront après 80 ans, comme elle. C'est demain. Et c'est demain, c'est bientôt. J'ai 78 ans et je pense que mes plus belles années sont à venir. Vous parlez de votre maman, on a bien compris que vous êtes arrivé à Paris avec elle et vos deux grandes sœurs, sans argent là, carrément c'était la pauvreté quand vous arrivez en France. Quand j'ai fait mon premier film, j'avais 17 ans, 16 ans, et j'ai acheté le premier frigidaire qui est entré dans la maison. Premier frigo, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien, on avait la difficulté de payer le loyer chaque mois. Donc ça m'a taraudé, ça m'a emmerdé. Le manque d'argent, je trouve que c'est épouvantable. Et j'ai des souvenirs de ma jeunesse un peu encombrés par cette chose-là. Le manque d'argent. Ah oui. Mais ça veut dire que vous avez gardé par exemple une envie d'en découdre, de sortir du lot, de venger le déclassement de vos parents. Alors ça, c'est encore autre chose. Moi, je suis actrice, donc je ne subis pas, j'agis. Ça veut dire prendre la tête de sa vie. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Je ne pouvais pas devenir une femme politique parce que je n'avais pas fait les études pour. Je ne pouvais pas avoir un pouvoir quelconque, sauf en étant actrice. Et ça, je l'ai senti très tôt, très vite. Coup de bol, en plus, c'est un métier qui rapporte un peu mieux que les autres. Mais grâce à ça, j'ai rencontré des gens formidables. Écoutez, vraiment, qu'est-ce qui est plus gratifiant que de pouvoir côtoyer des personnalités comme François Truffaut, comme Godard, comme d'autres. Et ça redonne du lustre, d'une certaine manière, à votre famille aristocrate qui est en perte de vitesse. Ça m'a permis de reprendre une place, c'est vrai. Et cette notoriété, qui m'intéresse moyennement, parce que je ne pense pas que c'est l'objectif, mais cette notoriété, c'est un peu comme une décoration, c'est comme un peu une petite médaille qu'on vous donne, voilà. C'est mignonne quand même, hein. Ouais. Ah bah, vous voulez voir carrément des images qu'on a retrouvées de cette époque-là? Je dois voir. Vous aviez 18 ans. Oui. Ça date de 1958. C'est un sujet sur la jeunesse française. Et vous êtes plus que mignonne. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces images. Non. Regardez. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas très différente de la jeunesse d'hier. Ni tout à fait blanche, ni tout à fait noire, comme la vie elle-même. Elle est capable d'avoir le cœur dans la lune et les pieds sur la terre, d'aimer dans le même temps Bélafonte et Racine, le travail et le plaisir. Après tout, on peut bien savourer l'instant qui passe, sans perdre pour cela le sens de l'avenir. J'étais blonde, évidemment. Oh, ce que c'est drôle. Alors, j'étais blonde à cause de Brigitte Bardot, parce qu'il fallait être blonde pour faire du cinéma. Et très vite, j'ai compris que qu'il fallait que je me débarrasse de ça, qu'il fallait que je sois avec ma couleur de cheveux, ma personnalité. Votre caractère. Et mon caractère. Alors, cette ascension fulgurante, originale, on va le voir, un cinéma d'auteur, cinéma d'horreur, téléfilm, théâtre. Vous avez fait Feu de tout bois, quitte à d'ailleurs brouiller un peu votre image. On va raconter ça. Déjà, votre nom, Masha Merrill, il vous a été donné par Gérard Houry, qui vous offre votre premier rôle marquant dans La main chaude. Et c'est lui qui vous propose de changer de nom. Ce changement d'identité, vous l'avez vécu comment? Alors écoutez, c'était de l'innocence. De l'innocence. Le premier producteur, qui s'appelait Deutschmeister, qui avait un accent terrible en français, il m'a dit « Cette nom n'est pas française, vous ne pourrez pas vous appeler Gagarine ». Alors j'ai dit « Oui, d'accord, je comprends ». D'ailleurs, j'ai eu tort, parce que 6 mois après, l'astronaute est allé dans l'espace, il y avait son nom écrit en gros partout. Mais enfin. Et donc, je les ai écoutés, j'ai cru, j'étais tout à fait novice. Et dans ma famille, personne n'était dans le cinéma. Donc, quand on m'a dit, il faut un nom facile à écrire, facile à prononcer, avec une double initiale, comme Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Claudia Cardinal, j'ai cru, je les ai écoutés. Alors, la seule chose sur laquelle je n'ai pas cédé, c'est mon prénom. Parce que Masha, c'est le diminutif de Maria, de Marie Magnet. Donc, c'était mon vrai prénom. Et Merrill, c'est à cause d'une chanteuse. Une chanteuse de jazz que j'adore, qui s'appelle Helen Merrill. Je connais tout son répertoire. Et pensez-vous que je croyais être chanteuse. Je pensais chanter du jazz. Quand j'ai compris qu'il n'y avait aucun débouché, j'ai préféré être comédienne. Mais ça me reste. Je suis toujours comme ça en attente que Michel m'écrive des chansons. Ah, c'est peut-être pour bientôt. Vous parliez d'une nouvelle carrière à 80 ans, le mieux est devant. C'est peut-être pour bientôt. En tout cas, ça démarre ici en France. Et chose étonnante, vous avez une vingtaine d'années, votre carrière est balbutiante et vous vous envolez pour les États-Unis, d'abord à New York, et vous participez à l'Actors Studio. Pourquoi quitter la France, Masha Merrill? Ça démarre pour vous, déjà des sollicitations. Qu'est-ce que vous alliez chercher en Amérique? Les différents exils familiaux ne vous avaient pas vacciné? Alors, le premier film que j'ai fait, La main chaude, j'étais blonde avec choucroute comme ça, parce que c'était la mode de Brigitte Bardot. Et je sentais bien que c'était pas moi, qu'on me mettait un vêtement sur le dos qui n'était pas fait pour moi. Ensuite, il y avait ce physique, je débordais un peu, vous comprenez? Je voyais bien que je n'allais pas convenir à
tous les rôles en France. Et en plus, je ne sais pas vous dire, mais j'avais la vénération des grands acteurs américains. Je pensais qu'il fallait faire ce passage aux États-Unis et surtout apprendre l'anglais. Et je pensais que je ferais une carrière plus internationale, que je jouerais en anglais. Alors je suis arrivée là-bas et j'ai trouvé cette école de l'Actors Studio. Et je pensais que c'était une sorte d'Olympe, de paradis, cette école. Et j'ai trouvé ça assez ridicule et assez... vous savez, les Américains, ils font tout à fond. Alors ils avaient adopté la psychanalyse, donc on faisait pratiquement des exercices presque comme des exorcismes. Et moi, je trouvais tout ça un peu exagéré. J'étais quand même de l'école de Louis Jouvet, c'est-à-dire on ment vrai. On ment, mais c'est vrai. Mais alors, là-bas, quand même, vous avez tourné Who's Been Sleeping in My Bed, au casting, une star sulfureuse, grand ami de Frank Sinatra, très porté sur le whisky, sur les femmes, Dean Martin. Regardez. Delicious, the best thing I've ever had. What is that? You liked it? It's called Quiche Lorraine. Quiche Lorraine, huh? You know, Jason, if I could cook once in a while for somebody like you, I'd be resigned to living with Tom. Yeah, well, I think you better put your shoes back on and go on home, Jacqueline. Are you sure? Yeah, well, yes. We're getting much too comfortable here, and I'm pretty sure that drive-in movie is over by now. They had a double feature. I did? I'll do the dishes. No. Charlie will do the dishes if he ever gets We back. haven't even talked about my marital problem. Jason, I want to tell you something. What? It's been a long time since I've talked to a man. And even just this has been so satisfying I could weep. Gratitude. If I ever listened to anybody, I would listen to you. I will do anything you say. Il était tellement séduisant, tellement charmant, tellement drôle. Mais j'étais très seule à Hollywood, c'est ça aussi. C'est une ville mortifère. C'est une ville où les actrices se sont parquées comme dans des studios et j'ai détesté ça. Mais j'ai eu quand même cette chance d'aller à New York au moment où il y avait une ébullition, exactement comme après à la Nouvelle Vague en France. C'est-à-dire, je travaillais pour Richard Avedon, qui est un très grand photographe de mode. J'ai vu défiler toutes les personnalités importantes américaines. J'ai vu aussi Andy Warhol, qui venait faire des dessins pour illustrer des recettes de cuisine dans Harper's Bazaar. C'était un moment... La période et la place où il fallait être. The place to be. The place to be. Et avec Dean Martin, vous n'aviez pas peur, vous, la jeunette, 20 ans, il avait 43 ans. Le goût, c'est quoi? Le goût du danger, la volonté de vous brûler? Non, c'était juste du compagnonnage. C'était une chose de compagnonnage. politesse, puisqu'on se plaisait. Et moi, je pense que quand on se plaît, il faut y aller, quand même. Il faut pas... Je pense que coucher avec un homme, c'est la moindre des choses. Mais ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi on l'a fait après. Voilà. En tout cas, vous signez pour 5 films avec la Paramount, mais vous le disiez, c'était mortifère comme ambiance à Hollywood. Une des fois où vous avez pensé à vous suicider, c'est là-bas. Ah oui, je suis revenue en courant. Un jour, j'ai compris que c'était fausse route complète. Et puis surtout, j'avais des rumeurs de ce qui se passait en France, la nouvelle vague qui commençait. Je me suis dit, c'est pas possible, je dois y aller, je dois y être. Et donc, j'ai vraiment pris la fuite, mais en la plaquant tout derrière moi. J'ai pris le premier avion, je suis rentrée. Et grand bien m'en a pris, puisque... Vous avez tourné avec Godard. Vous savez, on ne choisit pas les moments créatifs d'un siècle. Il y en a eu 2 dans le siècle. Il y a eu dans les années 30, et puis il y a eu nous, les années 60-70, où tout était en ébullition, et ça a d'ailleurs débouché sur 68. Et je suis heureuse d'avoir participé à tout ça. Puisque vous avez tourné dans Une femme mariée, qui fera de vous une icône de la nouvelle vague, et on comprend pourquoi en regardant ça. Dans l'amour, finalement, on peut pas aller très loin. Comment ça, je comprends pas. Mais on embrasse quelqu'un, on le caresse, mais finalement on reste à l'extérieur. C'est comme une maison dans laquelle on rentre jamais. Mais on peut se confondre avec quelqu'un si on l'aime. Oui, mais on est à l'intérieur des gens à d'autres moments. Quand on n'y pense pas, personne n'a l'air de rien. Je t'aime. Tu devrais faire comme dans les films italiens. Tu as vu? Les femmes se rasent pas sous les bras. Oui, moi j'aime mieux les films américains d'Hollywood.
trouve ça plus joli. Oui, mais moins excitant. Cette image a fait le tour du monde, puisqu'un film qui a fait scandale, le comité de censure voulait même l'interdire. Finalement, il y a des scènes qui sont coupées. Et vous dites, j'aurais été prête à aller beaucoup plus loin. Vous écrivez, si Godard m'avait demandé de filmer mon sexe frontalement, j'aurais trouvé ça justifié. C'est quoi, Macha, ça? De l'impudeur, votre amour pour Godard, l'envie de la provocation, une grande liberté, tout ça à la fois? C'était le sujet. Bah oui, C'est-à-dire que on est en 64. C'est un film très important, vous savez. C'est la première fois qu'on parle de la pilule. Et le médecin avec lequel j'échange dans le film, qui était un vrai gynéco, était extrêmement décontenancé parce que c'était une jeune femme qui avait un mari et un amant, qui faisaient exactement les mêmes gestes avec l'un et avec l'autre. Elle est enceinte et elle ne sait pas qui est le père. À l'époque, il n'y avait pas les tests ADN. Et elle demande à ce gynéco qui est le père. Et c'est la première fois tout d'un coup, les femmes comprenaient qu'il fallait pouvoir réguler cette histoire de la procréation. Je comprends, mais quand vous dites si Godard m'avait demandé de filmer mon sexe frontalement, ça dit quelque chose de vous malgré tout. Ouais, attendez, ça a été fait après. Oui, après. Comme vous dites, ça a été fait après et par d'autres. Ça a été fait, avec... donc c'est pas si exceptionnel. Pour vous, en tout cas. À l'époque, il y avait la censure et donc on ne voit pas mon sexe. Mais enfin, quand même, je pense que c'était le propos et que quand on fait une œuvre, il faut savoir à quoi on s'engage. Qu'est-ce qu'on risque? Il n'y a pas chez vous quand même l'envie de bousculer, Macha? Je ne suis pas une révolutionnaire. Je suis juste le trait d'union entre les gens et les idées neuves. Et je pense que c'est ça, être une actrice. Mais, voyez-vous, il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Quand on est actrice, on est chargé d'anticiper un peu ce qui va être le lot de toutes les femmes. Et ce qui était formidable dans ce film, dans Une femme mariée, c'est que c'était tout d'un coup une femme qui se prenait en main dans les hésitations et dans une espèce de peur, de trouille, mais qui allait être la liberté de toutes les femmes après ce film. C'est pas forcément un film qui a été un très grand succès de cinéma public, et comme tous les films de Godard d'ailleurs, des films de Godard de cette époque-là, nous étions des lanceurs d'alerte. Il y a beaucoup de façons de participer au changement de la société. Et je sentais que là, je prenais ma part. Comme dans un certain nombre de films que vous avez pu faire, notamment un film d'Agnès Varda, Sans toi ni loi. Il se trouve qu'Agnès Varda a tenu à vous adresser ce message. Oh. Écoutez. Je suis contente de faire un petit salut à Macha Merrill. Elle est une femme libre et audacieuse. J'aime ça. Sa vie était complexe, compliquée, variée, passionnante. Et elle dit que les deux films les plus importants de sa carrière sont La femme mariée et Sans toi ni loi. Je crois qu'elle a raison, parce que Jean-Luc Godard et moi, nous l'avons traité comme partie intégrante de nos films d'auteur. Dans Sans toi ni loi, elle était très émouvante avec la jeune Sandrine Bonner. Nous avons été déçus tous qu'elle n'ait pas le César de meilleur second rôle féminin, mais quand il y a des jurys, on ne sait pas très bien où ça va. Et c'est comme la vie, ça va, ça vient. Et puis la voilà, mariée avec Michel Legrand et heureuse. Michel que nous avons tellement fréquenté quand il travaillait avec Jacques Demy. Donc voilà Macha qui est rentrée dans notre famille. Je l'estime beaucoup, Agnès, parce que les femmes qui arrivent à créer, je vous assure, c'est pas commode, et surtout cette génération-là. Parce que il faut avoir du mauvais caractère, il faut s'affirmer constamment. Une actrice, c'est un peu différent. Mais nous avons eu cette chance de la nouvelle vague. C'est-à-dire, la nouvelle vague, tout d'un coup, le rapport entre les actrices et les metteurs en scène n'était pas le même. Nous étions des partenaires. Quand elle dit que je suis une femme libre, c'est dans ce sens-là. C'est qu'on nous a donné un rôle plus important, une place plus importante. Mais Macha, à part chez Godard, où vous avez eu un premier rôle, après, au cinéma, vous n'avez pas eu de premier rôle, c'est un regret, ça? Oui, je suis un peu déçue. Je pense que j'aurais pu faire plus de grands rôles qui auraient eu... Comment dire, de la force, de l'énergie, mais ça ne s'est pas produit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne me pose pas trop la question. Je ne veux pas être malheureuse. Être malheureuse, c'est l'énergie gaspillée. J'ai écrit, j'ai fait autre chose, j'ai fait la cuisine, j'ai eu des amants,
J'ai eu une vie passionnante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on compense, hein, on compense. Et puis, si les metteurs en scène ne m'ont pas vu, c'est parce qu'ils sont des nouilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je suis irremplaçable. On compense, on compense. Moi, c'est ce que j'entends dans la phrase, même s'il y a le sourire de fin. On compense pour continuer à avancer et finalement aller bien. Ça marche pas tout le temps, hein. Il y a des moments où tout d'un coup, c'est vraiment trop dur, c'est très dur. Et alors, c'est embêtant parce que quand ça va mal, moi, je grossis. Et alors, je deviens encore moins photogénique. Alors, j'attire encore moins les metteurs en scène. Mais dans tout ça, c'est comme s'il y avait un petit chemin de croix. Il y a un chemin de croix nécessaire pour arriver au très grand bonheur. Et je pense que le bonheur que je vis en ce moment, et j'espère qu'on va en parler, évidemment qu'on va en parler, au théâtre et dans ma vie, c'est le fruit de toutes ces difficultés et de toutes ces souffrances. Mais au moment où on les vit, les souffrances, il faudrait peut-être... comment dire? Être élégant, quand même. Faut pas trop le montrer, il faut faire semblant que ça va bien. Tenir le rang. Voilà. On avance, on avance. On est en 1969, Masha. Vous vous mariez à un réalisateur et producteur italien. Vous partez vivre avec lui en Italie. Vous montez votre boîte de production. Vous rêvez de tourner avec Pasolini, Bertolucci. Ça va pas se faire. À la place, on vous retrouve dans des films d'horreur, notamment Les Frissons de l'angoisse de Dario Argento, le maître de l'horreur à l'époque. Vous, hein, je rappelle, l'égérie de la nouvelle vague. Et vous allez faire ce film qui va devenir culte. Les images sont absolument incroyables. No! Lei! Rose! Rose! Ah! Ah! I'm sorry. Helga. It was... I can't explain. Something strange and sharp, like the prick of a thorn. It upset me, but it's all right now. I can feel... Très beau film, hein. C'est un film culte d'ailleurs. Et Dario Argento est un très grand metteur en scène. Il avait choisi un genre, donc on le traitait comme, n'est-ce pas, comme les cinéastes de genre, comme les cinéastes de western ou de films d'horreur. Alors qu'il était un grand admirateur de Godard d'ailleurs. Et ces films étaient extrêmement construits et visuellement. Ce qu'on ne voit pas là, mais tout le film est noir et rouge. Il n'y a pas d'autres couleurs. C'est très très beau. Ce qui m'a intéressée dans ce rôle, c'est l'histoire d'une voyante, n'est-ce pas, d'une femme qui a des perceptions. Et je pense qu'il faudrait que les acteurs soient un peu de cette famille-là, qu'on soit des gens qui ressentent les choses avant les autres. C'est comme ça que vous faites votre métier. Quand vous êtes au théâtre, en ce moment vous êtes au Théâtre Montparnasse dans La légende d'une vie, une pièce de Stéphane Zweig, où vous partagez l'affiche avec votre amie Nathalie Dessay. Quand vous êtes au théâtre, vous êtes parfaitement accompli. Oui. Vous savez, la catharsis du théâtre, c'est que nous sommes là pour absorber vos passions, les spectateurs, et donc il faut que nous les vivions pour vous. Donc déjà, pour commencer, il faut avoir une certaine compréhension de l'humanité. Je pense qu'il faut avoir beaucoup lu, beaucoup entendu de poésie, beaucoup écouté de musique pour être capable de jouer un grand rôle comme celui-là. Et après, il y a cette chose très charmante des acteurs, une générosité. On fait pour rien. On n'est pas bien payé, ça je peux vous le dire. La gloire, elle est limitée parce que c'est pas comme le cinéma ou la télévision. Donc il y a une force un don de soi. Alors, une forme d'action sociale. Pour nous parler de ça, de ce plaisir de comédienne et la comédienne que vous êtes, il y a quelqu'un, vous avez tourné avec lui un téléfilm de France 2 pendant l'été, 3,3 kg, sur le déni de grossesse, c'est Bruno Solo. Bruno est là et il adore la comédienne tout-terrain que vous êtes. Salut Bruno.
Salut. Salut Bruno, comment ça va? Macha, ça va super. Bruno, ça va très bien, je t'écoute depuis tout à l'heure et je tiens à dire que j'ai rarement vu dans ma plus jeune carrière que la tienne, mais quand même, ça fait 30 ans que je fais ce métier, quelqu'un avec qui j'avais autant de concordance. Je suis absolument fasciné parce que je le savais avant de te rencontrer. On s'était croisés peu de fois, mais suffisamment pour que je sente que le jour où je te rencontrerai vraiment, où je passerai un peu de temps avec toi, qu'il y aurait une sorte d'évidence. Une telle évidence, d'ailleurs, qui est troublante, et je te l'ai dit sur le film, que tu ressembles à mon épouse. Et que je te l'ai prouvé en te montrant la photo. Et que je pense qu'effectivement, j'aurais adoré être un compagnon de route de Macha Merrill, puisque tu parlais de compagnonnage tout à l'heure, si nous nous étions rencontrés quelques années avant. Et Michel, aujourd'hui, aurait plutôt envie de me casser la gueule que de me serrer la main. Mais alors, déjà, la comédienne, pour commencer, vous dites, c'est l'une des plus grandes comédiennes françaises. Une des plus grandes comédiennes françaises, parce que être comédien, c'est aussi être en adéquation avec ce qu'on dit. Quand Macha dit il faut s'être nourri suffisamment, il faut avoir bouffé de la littérature, vu du théâtre, vu ce qu'avaient fait les autres, ce qu'ils proposent, écouter de la musique. Bien sûr, je sais qu'il y a quelques comédiens et comédiennes qui n'ont pas nécessairement besoin d'être suffisamment nourris. Mais c'est pas un moins que de se nourrir beaucoup de la culture que le monde nous propose. Et Macha, dans les quelques rôles où je l'ai vu, notamment dans le film d'Agnès Varda, Sans toi Lillois, qui est un film qui m'avait, moi, bouleversé à l'époque. Et dans d'autres choses, dans Colette, dans d'autres films où je l'ai vu, dans d'autres pièces, à chaque fois, j'ai vu qu'elle mettait le meilleur de ce qu'elle était intimement, intellectuellement. Et c'est ça, je fais plutôt partie de cette réflexion-là, de dire qu'en mettant le meilleur de ce que nous avons acquis, de ce que nous avons, je l'espère, à peu près compris, eh ben là, oui, on donne le meilleur de soi en tant qu'actrice ou en tant qu'acteur. Et c'est pour ça que je trouve que Macha Merrill est d'une plus grande comédienne. Moi, pour avoir joué avec elle il n'y a pas longtemps dans ce merveilleux film là, avec Alix Poisson et Macha jouait ma maman, nous avons dû, au-delà du texte qui était écrit, comprendre un petit peu les rapports d'un fils et de sa maman. Eh ben, tout de suite, avec Macha, il y a eu une sorte d'évidence sur ce que nous imaginions, et au-delà de ce qui était écrit, même sans avoir besoin de nous le dire, de ce qu'était la relation entre cette mère et cet enfant. Et c'est bon. Et ça a été assez magique de ce point de vue-là, ouais. Bruno, comment vous l'expliquez qu'elle n'ait pas eu une place plus importante au cinéma? Elle l'a dit, elle a continué. Attendez, c'est pas fini, hein. D'une, c'est pas fini. Et deuxièmement, on travaille pour les gens qui viennent nous voir. Moi, je ne m'imagine pas en train de regretter les gens qui sont restés sur le pas de la porte, mais je suis heureux de ceux qui sont rentrés. Il faut avoir de l'indulgence avec la vie. Ah oui. Parce que ce que vous voulez, on n'est pas responsable des erreurs des autres ou des incompréhensions des autres. Il faut avoir et même une sorte de recul. C'est-à-dire, il faut s'en amuser un peu, si on peut. Oh oui. Hein? Il y a de quoi rigoler, quelquefois, des choses qui ne marchent pas, et ça fait rire. On se dit, quel con, comment ça se fait qu'il ne m'ait pas prise pour ce rôle? Il a foiré son film, voilà. Pour conclure, Bruno, son rapport avec les hommes, tout à l'heure, vous disiez, il y a quelques années, si on s'était connus avant, peut-être qu'on aurait pu avoir une histoire. Mais ça, c'est très prétentieux, hein, c'est moi qui le dis. Hein. Non, mais attendez, il faut se séduire les uns les autres. Oui, et la vie est constituée aussi, voilà, des rencontres qu'on y fait. C'est pas une séduction, c'est pas de la minauderie. Elle ne minaude jamais, Macha. Elle ne minaude pas, et alors elle a moyen de le faire pourtant. Hein. Elle est juste dans une séduction pour aussi convaincre et tout. Et puis quand vous êtes convaincu par quelqu'un, effectivement, tout d'un coup, vous êtes séduit dans tous les sens du terme, dans toute sa globalité. Et elle l'a fait, je pense, autant avec des hommes qu'avec des femmes. On va parler des hommes ensemble avec Macha. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bruno. Merci. La séduction, Macha, avec les hommes et avec les femmes, on a beaucoup à dire là-dessus. On vous connaît pour votre liberté de ton, votre propension à parler de séduction, de sexe en toute franchise. Alors attendez, la séduction, qu'est-ce que c'est? La séduction, c'est vouloir convaincre l'autre de choses auxquelles on croit beaucoup. C'est-à-dire dire, je vais te faire entrer dans mon monde. Et ça va être tellement bien que tu vas plus pouvoir en sortir. C'est ça l'histoire de la séduction. Non mais vous y allez vraiment dans les mots que vous employez, vous y allez vraiment. Alors ça, c'est la modernité, Marco, c'est autre chose. Je suis née à une époque où
c'est ridicule de ne pas être transparent. Il faut dire les choses. Moi, j'oublierai jamais, j'ai produit un film de Pasolini, Porcherie, et il me disait, mais on me reproche de parler de sexe dans les films. Mais c'est la chose la plus importante de la vie. Pourquoi voulez-vous qu'on ne parle pas de sexe dans les films? Et pourquoi est-ce qu'il faut ne pas le montrer? Il y a quelque chose d'un peu hypocrite là-dedans. Alors, moi, tant qu'à faire, je pense que c'est même assez rigolo de rendre clair quelque chose qui veut être, n'est-ce pas, caché, honteux, etc. Il n'y a rien de honteux dans le sexe. Le sexe, c'est une sorte d'apogée d'émotion. C'est tout d'un coup un moment où on est presque plus soi-même, on perd la boule, on est dans les étoiles. C'est formidable. Et ça, vous arrivez à le conjuguer avec le présent et le temps qui passe. Ça ne s'altère pas, la séduction et le sexe, pour vous, ça ne s'altère pas avec l'âge? Ça vous intéresse, hein? Écoutez, c'est vous qui m'intéressez. Je vais vous dire, on dit beaucoup de bêtises sur ça, sur justement le temps qui passe. La sexualité, elle n'est pas tout le temps pareille, selon le moment de la vie. Quand on est dans un moment où on fait famille, on pense beaucoup aux enfants, à la procréation, etc., elle a une forme. Quand c'est après... Quand on n'a pas réglé ce problème-là, ou pas réglé dans mon cas, mais en tout cas éclusé, disons, il y a d'autres choses qui s'introduisent. C'est-à-dire, c'est le goût de la beauté, le goût de l'excellence même, de l'excellence dans la nourriture, de l'excellence dans les sensations, de la folie, de frôler des choses qui sont un petit peu dangereuses. Tout est sexe. Mais à 78... La gourmandise, c'est du sexe. Le goût de l'argent, c'est du sexe. Le goût du pouvoir, c'est du sexe. Il y a de la sexualité partout. À 78 ans, encore, Macha. 78 ans, c'est fantastique. Parce qu'on est grand, on est cultivé, on a beaucoup de cordes à son arc. Donc, on met là-dedans tout ce qu'on sait. Je vous assure qu'il y a de quoi s'envoler. Hein. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous avez connu en tout une vingtaine d'hommes. On recevra donc le 20e tout à l'heure, Michel Legrand. On en parlait en début d'émission. Vous les avez tous comparés à votre père, disparu quand vous aviez 5 ans. Est-ce que la comparaison a été difficile pour eux? Peut-être. J'ai mis la barre très haut. Mais j'ai été récompensée puisqu'il est finalement arrivé. Oui, mais il est arrivé sur le tas. Il est à la hauteur de mes espérances. Les autres, c'était compliqué, en fait. J'ai dû être chiante, ça c'est certain. Comment dire? Je veux beaucoup de la vie, c'est vrai. J'attends qu'on soit intelligent, qu'on ne dise pas de bêtises, qu'on ne soit pas médiocre, qu'on ne soit pas lâche, qu'on ne soit pas... Et les hommes ne sont pas toujours à la hauteur. Vous dites qu'on ne soit pas, qu'on ne soit pas, qu'on ne soit pas. Si je retourne la phrase, est-ce que je peux le dire? Qu'on soit finalement à la hauteur de mon père. Vous avez une idée fixe, hein? Ouais. Bon, eh bien oui. Regardez-le. Je pense que, comme je ne l'ai pas connu, en plus, je l'ai probablement mythifié, fantasmé. Et je pense que ma mère, d'une façon un petit peu perverse, nous a montré une image de lui. C'est-à-dire, si l'absent devient immense à travers les témoignages de la famille, évidemment, pour un enfant, c'est très difficile de grandir avec cette espèce de totem. Dans votre vie amoureuse, on l'a donc compris, il y a ce père qui a été important. Et puis il y a un autre événement, d'une certaine manière, en tout cas qui pourrait marquer beaucoup de femmes qui l'auraient traversé. Vous le racontez dans votre livre « Biographie d'un sexe ordinaire », en racontant les attouchements que vous avez subis à l'âge de 8 ans par un ouvrier portugais ou espagnol que vous croisiez tous les jours en allant à l'école communale. Un jour, il vous entraîne dans le sous-sol d'une maison en construction. Il s'adonne à des attouchements. La façon dont vous l'écrivez, c'est ça. Loin de me choquer ou de me traumatiser, la découverte du désir brut des hommes crevait un mystère dont j'aurai la charge toute ma vie. Le doigt du maçon non désiré qui trouva son chemin sur le compte de ma surprise et de ma timidité enfantine préfigurait tous les sexes, toutes les mains et les bouches qui allaient se succéder sur ce triangle étroit, doté d'une sensibilité spécifique, d'une volonté, d'une dynamique impérieuse, précise et surprenante. La vie commençait en quelque sorte. Cette phrase, elle a presque une connotation enthousiaste. Hein. Oui, parce que j'ai compris que j'étais une femme et que j'avais... Vous étiez une enfant, Macha. C'était une force, mais non. On est très vite une femme. À 7-8 ans. Mais oui, on n'est tout de suite pas comme le petit garçon. On est l'objet. Et en plus, ce qui est épouvantable d'ailleurs, c'est que quand on est une jolie petite fille, tu as tout le monde qui spamme. Ah là 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 là, comme elle est ravissante, oh, qu'elle va être jolie, qu'elle va être grande, elle va faire un beau mariage. Vous comprenez? C'est terrible. C'est une espèce de destin.
Et il faut le comprendre et s'en apparaît comme une force et pas comme une faiblesse. Là, vous me le dites maintenant, mais la petite fille que vous étiez à ce moment-là, quand ça s'est passé, elle n'a pas vécu ça comme un traumatisme? Non, non, ne vous déplaise. Non. J'ai compris tout de suite, au contraire, que c'est par là que je les tiendrai. Ça vous déplaît, ça, peut-être? Ça colle pas tellement avec l'image de la princesse. Hein. Non, c'est pas tellement la princesse, mais bon, c'est Macha. Et dans votre rapport aux hommes après, vous diriez que ça vous a armé pour pouvoir prendre le pouvoir? Ça m'a rendu extrêmement lucide, extrêmement... je ne me fais pas d'illusions, effectivement. Et vous n'êtes pas une victime? Et je ne suis pas une victime, et je pardonne les hommes qui sont plus faibles que nous. Parce que... Vous pardonnez à cet ouvrier? Vous pardonnez à cet ouvrier-là? Oui. Le fait... Oui. Le pauvre, quelle misère, vous vous rendez compte? Quelle misère sexuelle s'il fallait qu'il s'attaque à une petite fille qui passait dans la rue. Franchement... Et vous lui pardonnez aujourd'hui comme vous avez réussi à lui pardonner à l'époque? Je lui pardonne parce qu'il m'a permis d'écrire cette très jolie page. Parce que c'est vachement bien écrit. Hein. Oui, c'est bien écrit. Donc ça prouve que j'en ai fait une de mes créations. Et je pense que le corps d'une femme, c'est sa création. Ça nous appartient. Et c'est à nous de, bien entendu... Mais comme vous dites, le corps d'une femme, mais moi qui ai 2 petites filles, les corps des petites filles, évidemment, ça leur appartient, mais on a envie de les protéger, on a envie que personne n'y touche, on a envie... Ah bah si. Vous savez, oui, les parents imaginent, Dieu sait quoi, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut protéger une femme, c'est elle-même. Et une petite fille aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas leur dire des mensonges aux petites filles. Il faut leur raconter la vie comme elle est. Moi, je déteste qu'on protège, on surprotège les enfants. Je pense qu'il faut leur... Chacun réagira à sa manière, mais il faut commencer par leur présenter les choses avec franchise. Vous qui êtes une féministe alors vraiment reconnue, ce que vous dites là, j'imagine que les féministes de 2018, pour certaines, sont choquées. Hein. Elles n'aiment pas, elles n'aiment pas. Elles vont détester. Elles vont détester. Oh, elles m'ont déjà attaqué beaucoup. Mais alors, si être femme est une faiblesse annoncée, alors c'est tragique. Alors il faut des lois, il faut des... Mais si être femme... c'est une force et une supériorité, ce que je pense profondément. Je pense que les femmes sont vraiment supérieures aux hommes et que nous avons des armes incroyables. À ce moment-là, c'est peut-être ça qu'il faudrait enseigner aux jeunes filles. Il faudrait leur expliquer qu'elles sont fortes. Il faudrait leur expliquer qu'elles peuvent réagir, qu'elles ne sont pas des victimes nées, autrement dit. Exactement. Là, on en parle sérieusement, c'est passionnant. À la télé, vous en avez souvent parlé, de façon, de temps en temps, un peu légère, pour le plaisir, parce que Macha, c'est aussi ça, c'est la légèreté. Oh, il faut rire. Hein. Le rire est un truc magnifique. J'ai bien compris. Vous savez, c'est comme... ça fait glisser les idées, ça fait passer les idées. C'est très important, le rire. Allez, rions ensemble. Vous savez ce qu'on disait en 68? Les préliminaires sont de gauche, la pénétration est de droite. Alors lui, il est vraiment de droite. Hein. C'est toujours droit au but. Alors, pénétration, éjaculation. Ça, c'est une histoire extraordinaire. C'était un homme que j'aime et que j'aimais, avec qui j'ai vécu une histoire presque impossible. Et c'était tellement fort entre nous que nous avons eu un orgasme, lui et moi, sans nous toucher. Tu veux voir ça ? Table, comme ça, en dînant ? À table, en dînant, en nous parlant. La vraie finalité pour un homme qui est un homme, c'est l'orgasme de la femme. Exactement. Il se demande si on simule ou pas. Voilà, ça c'est vrai. Ça, c'est une chose qui est une vraie angoisse des hommes. Moi, j'ai eu un malheur, j'ai eu un cas malheureux. C'était un garçon qui était vraiment surdimensionné. Et alors ? Ouais, c'est épouvantable. Mais je vous assure, c'est très pénible. Mais si, il était en mais non, il est surdimensionné en largeur. C'est vrai. Se faire une autre femme en Oui, même mais temps, alors, avec leur mec. Moi, je pourrais à la rigueur me faire des gâteries, mais les faire moi-même. Voilà, c'est ça. Pas de question. Tu serais d'accord ? Macha, tout essayé. Je vous dis, c'est salutaire de rire de ça. Il faut rire du sexe parce que, tout de même, c'est très rare. Les grandes rencontres, les moments où vraiment on perd la tête et on sait ce sont des émotions qui ne se répètent pas très souvent. Vous avez eu ça combien de fois dans votre vie ?
Je l'ai eu, ça va. Je ne peux pas compter. Hein, En tout cas, on voit qu'il y a une liberté de ton absolue chez vous, une liberté aussi dans votre manière de conduire votre vie amoureuse, puisque bien avant que ça soit moderne, hein, vous avez été ce qu'on appelle une cougar, puisque vous avez vécu avec un homme bien plus jeune que vous, Stéphane Fraisse, qui avait 20 ans de moins que vous. J'ai été son Pygmalion, je l'ai initié à la littérature, au cinéma, à la fantaisie, à la vie, quoi. Ça a duré 8 ans. Ça a été aussi important dans votre vie, cette différence d'âge? Alors, c'est pas la différence d'âge. J'étais plus jeune que lui. Mais je vous assure, la jeunesse, c'est une question de mentalité. Mais ça a été il est adorable, Stéphane. C'est un garçon que j'ai fait naître. Alors, vous savez, là, c'est très amusant, ça, de se sentir Pygmalion. C'est plutôt ça qui a présidé à notre relation. Et s'il avait eu du culot, il aurait dû me garder. Mais alors, quand vous disiez qu'il y a eu des séparations parce qu'il était juif, vous ne l'étiez pas, vous parliez de lui. C'est lui. Bon, je le comprends. Il est de famille juive, il a eu envie de faire des enfants, il a épousé une jeune juive, mais il a loupé le coche quand même. Mais Macha, vous me dites ça maintenant comme ça, avec du sourire dans la voix, vous avez retrouvé l'amour, mais quand ça s'est produit, par exemple, c'est ça que j'aimerais comprendre chez vous, ce que je n'ai pas encore complètement décelé. On voit bien qu'il y avait quelque chose de fort entre vous, ça dure 8 ans, il vous quitte. Il voulait construire une famille. Vous l'avez pris comme ça, il a loupé le coche, ou alors ça a été une douleur profonde et il a fallu du temps pour vous en remettre? Il a fallu du temps, et puis il a fallu cette espèce de fierté naturelle dont je vous ai tellement parlé, qui fait que je ne peux pas lui donner tort. Il a fait quelque chose qui était juste pour lui. J'en ai été un peu blessée, et j'étais la victime. Mais c'est ça, la vie. Et puis c'est ça aussi qui fabrique les grands talents. Vous savez, je pense aujourd'hui, franchement, que je tiens quelque chose. Je tiens quelque chose qui... C'est un peu tardif, mais j'ai une puissance en moi qui provient de toutes ces... De tout ça. Vous êtes constitué de tout ça. Vous-même, vous avez été marié, hein, c'était bien avant ça, c'était en 69, je le disais tout à l'heure, avec donc un réalisateur-producteur italien, Gian Vittorio Baldi. Vous le dites mieux que moi. Vous avez élevé l'un de ses enfants comme votre propre fils, Gian Guido. Et vous l'avez même adopté. J'ai connu l'amour d'un enfant que j'ai élevé, un petit garçon qui a pris mes manières, qui me ressemble, tant il m'a observé, copié. Vous l'avez adopté bien plus tard, après votre divorce. Alors, il faut que vous racontiez que la maman biologique de ces enfants, il y avait 2 garçons, est décédée très tragiquement d'une tumeur au cerveau. Et c'est moi qui ai élevé les enfants. Non seulement j'étais remplaçante parce qu'il n'y avait plus leur mère biologique, mais aussi on s'aimait, on s'adorait. Mais ce type d'adoption, quand les parents existent encore, puisque le père était là, ne peut se faire qu'à la majorité et ne peut se faire qu'à la demande de l'enfant. C'est pas moi qui l'ai souhaité, c'est lui. Parce qu'il a un frère, mais c'est avec lui qu'il y avait une entente. Il nous a dit, aux alentours de mes 30 ans, Macha me propose de m'adopter, mais c'était tout à fait naturel pour nous les deux. Voilà. Elle a toujours été ma mère pour moi, c'est elle qui m'a élevé, mais mon père n'était pas au courant, il n'a pas su pendant longtemps, nous a-t-il dit. Oui, parce que quand je me suis séparée de son père, c'était très douloureux, parce qu'à cause des enfants, je savais... D'ailleurs, j'étais même innocente. Je pensais qu'il me laisserait vivre avec ses enfants, même quand nous étions séparés. Et il a été très cruel, parce qu'il les a emmenés dans une autre ville, il m'a empêché de les voir. Alors là j'ai morflé. Hein. Mais ensuite, les choses se sont calmées, et il a compris. Il a compris que ce lien était devenu plus fort qu'il ne pouvait pas lutter. Et donc, à ce moment-là, nous lui avons dit, écoute, voilà, je l'ai adopté et donc il sera mon héritier. Il est votre héritier, mais on arrive à un moment important de l'émission, si on veut bien vous comprendre. Il y a ce lien extrêmement fort entre vous deux, mais qui ne comble pas la détresse qui est la vôtre de ne pas avoir enfanté naturellement. Vous dites d'ailleurs, je l'aime tendrement, il sera mon héritier, mais je ne l'ai pas mis au monde et je ne serai jamais tout à fait sa mère. Le drame de votre vie, c'est d'être stérile, Macha. Alors je suis une femme tout à fait de mon époque en ce sens, parce que j'ai connu avant la pilule et après la pilule. Et croyez-moi, les femmes ne sont plus les mêmes. Mais moi j'ai eu le drame d'avoir eu une grossesse dont j'ai dû me débarrasser à l'âge de 16 ans, 17 ans, et qui a eu des séquelles, puisque c'est à cause de ça qu'après, je n'ai plus pu avoir d'enfant. Vous avez été avortée en Suisse, vous aviez 16 ans. Très tragiquement, très mal, avec un espèce de faiseur d'ange qui n'était vraiment pas un grand médecin. Et donc, il a dû faire quelque chose qui a compromis à jamais ma capacité d'être mère. Mais
Alors, vous l'avez écrit dans un livre, cette souffrance extrêmement vive. On va s'y arrêter doucement. Le livre s'appelle « Un jour, je suis morte ». Vous écrivez « J'échangerai tout mon savoir, tout le temps que je passe à lire, à contempler des œuvres d'art, à écouter de la musique contre une grossesse. Je troquerai tout mon bonheur à monter sur les planches, à me mettre au service de grands auteurs, à les aimer, à les faire aimer, contre la joie de voir mon ventre se gonfler, se déformer, abriter une vie. » Votre amie Irène Frein nous a confié « J'ai été bouleversée le jour où elle m'a parlé de sa douleur de ne pas avoir eu d'enfant. Elle en parlait d'une façon très singulière. J'avais cette image d'elle pétillante, forte, indestructible. Et là, j'ai découvert une autre femme. » Oui, et j'ai dû vivre avec ça. Et puis voilà, maintenant c'est passé. J'ai compris qu'il y avait vraiment comme une césure, une brisure dans ma vie, qui était le jour où j'ai su que je n'aurais jamais d'enfant. Mais bon, comme je suis indulgente, je vous ai dit, avec l'existence, je me suis dit qu'il y avait un sens à ça. Et ce sens, c'est que peut-être je suis plus utile en étant ce que je suis, une actrice, un écrivain, qu'en étant une mère. Peut-être que j'aurais été une très mauvaise mère. Mais je crois que le fait de mettre au monde... justement, c'est la grossesse qui m'a manqué. C'est l'idée de voir qu'est-ce qui se passe, que mon corps produise un bébé. Ça, évidemment, je crois que toutes les femmes le désirent et on est fabriqués pour ça quand même. Vous êtes fabriqués pour ça, mais aujourd'hui, vous en avez fait autre chose. Vous avez écrit. Voilà. Mais dans ce magnifique livre où vous avez raconté tout ça, vous avez employé des mots extrêmement forts. Si on s'arrête sur ces mots et sur ces moments que vous avez traversés, je ne peux prétendre à rien, je ne peux rien offrir, puisque je suis morte, stérile, hors de la vie. Les femmes qui n'enfantent pas sont des erreurs, des déviantes, veuves d'elles-mêmes. Ça, c'était en 2007. Alors, en 2018... voilà, comme j'allais vous dire, il faut dater. Oui, j'ai dit ça à ce moment-là. Aujourd'hui, je n'y pense plus, même. Bon, j'ai quand même 78 ballets. Hein, donc, de toute façon, c'est plus à l'ordre du jour. Je n'ai pas de vrais regrets. Peut-être que ces petits diablotins qui sont au-dessus de nos têtes m'ont dit « Toi, c'est pas ça ton destin ». Quand vous mettez ces mots-là avec cette telle détresse que je partage et que je comprends et que je perçois, j'en ai d'ailleurs du mal à l'exprimer, vous me dites comme ça d'une phrase « Je l'ai surmonté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Dites-moi. Alors, il y a beaucoup de joie dans la vie, vous savez. La culture en est une. C'est-à-dire, tout d'un coup... faire partie de ce qui va être la trace de notre époque. C'est ça, un livre, une pièce, un film. Participer à la vie collective. C'est peut-être ça, moi, qui m'a sauvée. C'est ça. Et aussi la politique. Je suis politique ? Oui. Parce que de s'intéresser au destin d'un pays, de mon pays, parce que la France, maintenant, vraiment, c'est mon pays, ça m'a occupé beaucoup. Ça a remplacé une vie personnelle, une vie un peu plus égoïste, qui est celle d'une mère de famille. Donc tout à l'heure, quand vous me disiez on compense, vous avez compensé en compensant. J'ai compensé. Mais vous avez compensé en vous nourrissant. C'est ce que dit d'ailleurs quelqu'un qui régulièrement intervient dans notre émission, l'analyste, et qui est votre ami Philippe Grimbert. Ce que vous dites finalement, il vous connaît bien, il vous adresse ce message. Cher Macha, vous n'avez pas besoin de mes services. Ce que vous avez accompli sans le secours de la psychanalyse réjouirait aussi bien Sigmund Freud que Boris Cyrulnik. Freud, d'abord, parce que vous avez sublimé les effets de 2 blessures. Et la sublimation, vous le savez sans doute, c'est une façon de faire de ces blessures une œuvre d'art. Et Boris Cyrulnik, parce que je suis certain qu'il y verrait un magnifique exemple de résilience. Et la résilience, c'est une façon de faire de ces blessures une force. Vous savez sans doute à quelles blessures je fais allusion. Elles sont au moins 2 dans votre parcours. La première est un héritage, celui de la douleur de vos parents, arrachés à leur patrie. Blessure qui a fatalement hanté votre inconscient. La seconde vous concerne au plus près, celle de n'avoir pu donner la vie. Blessure si profonde que vous en parlez comme d'une mort, rien de moins. Votre victoire sur la seconde blessure, elle est d'avoir surmonté cette mort en donnant tout de même la vie. C'est en effet votre vie, tout entière, que vous nous avez donnée, à l'écran, sur scène, dans vos romans. Le plus bel exemple de votre détermination à réparer les blessures du passé, vous nous l'offrez aujourd'hui, en épousant quelques décennies plus tard
l'amour impossible d'autrefois. Réparer ce qui fut brisé. En ce domaine, chère princesse, vous êtes vraiment passée reine. C'est trop mignon. Ben c'est vrai, c'est vrai. Alors bravo, hein, bravo moi. Hein. C'est ça que vous voulez que Oui, je donc bravo, ressorte d'ici en étant fier de vous. En étant fier de moi. Ouais. Comme Irène Frein est fière de vous, l'histoire de Macha, c'est un défi au tragique de l'existence. C'est assez bien résumé aussi. Écoutez, est-ce que ça n'est pas toutes les existences? Tout à fait, Macha, mais certains arrivent à le mener, ce combat, et à être victorieux. Vous semblez l'être, en tout cas, dans ce que vous nous montrez ce soir. D'autres perdent ce combat. Vous, on va dire que vous le gagnez. Et non seulement je vous dis ça, mais je vous dis que je vais vivre de très grandes années maintenant. C'est pas une blague. Je pense que Michel et moi, nous avons inventé quelque chose. Nous avons inventé une possibilité d'être éternel, mais pas quand on sera mort. Maintenant, nous sommes divins. Nous sommes deux dieux. Michel, donc tout simplement deux dieux. Michel, avec qui vous avez échangé votre premier baiser en 1963, vous aviez 23 ans. 64, très important, parce que ça fait exactement 50 ans quand on s'est retrouvés. Vous êtes donc marié, et votre amie comédienne, Nathalie Dessay, dit « Au début, je me disais que c'est quand même dommage qu'ils aient perdu 50 ans, ils sont faits l'un pour l'autre, mais à la réflexion, je me dis que c'est peut-être comme ça, et uniquement comme ça, que cette histoire pouvait marcher avec l'intensité folle que je constate aujourd'hui dans leur couple. » Pendant ces 50 ans, vous avez beaucoup pensé à lui? Alors, d'abord, en deux mots, l'histoire. Il était marié, il avait 2 enfants, dont un tout petit bébé. Et moi, j'étais en train de penser me marier avec un type, heureusement que je ne l'ai pas épousé d'ailleurs, parce que celui-là, ça aurait été une catastrophe. Mais c'était pas possible. Donc on a décidé de ne pas vivre une histoire bancale. Donc on a décidé de se séparer et de ne plus se chercher. Et on s'est retrouvés 50 ans plus tard, en sachant pourtant que ce que nous avions vécu pendant quelques jours au Brésil, c'était le grand amour. C'est très rare. Vous l'avez su, Macha, je l'ai su, mais oui. toute votre vie, ou quand il est venu vous voir en 2013, puisque le déclic, c'était en 2013, quand vous jouez une pièce de Didier Van Kovlart, et c'est là que vous vous retrouvez. Mais pendant les 50 ans, vous avez su que le vrai amour, le grand amour, c'était lui? Parce que ça aurait été épouvantable, vous vous rendez compte, de vivre toute ma vie avec un regret. Donc non, j'ai pensé que c'était pas possible, c'était pas possible. Je ne l'ai plus pensé à lui. Lui me dit qu'il a pensé à moi, mais quand je l'ai retrouvé 50 ans plus tard, je savais que c'était le grand amour. Je savais qu'il ne fallait pas grand-chose pour remettre tout ça sur le tapis. Alors Didier Van Kovlart était là quand vous êtes retrouvés, puisque c'était une de ses pièces, et au moment de ses retrouvailles, il est décrit comme ça. C'était après la représentation. Nous sommes allés au restaurant, et là, ma femme et moi, on sent qu'il se passe quelque chose de très fort. À la fin du dîner, Macha s'en va de son côté, Michel, avec l'air d'un petit garçon, me souffle. Je suis toujours amoureux d'elle. Et le lendemain, Macha, l'air de rien, me glisse. Dis-moi, au fait, il en est où sentimentalement, Michel? Je m'informais quand même, parce que je voulais savoir s'il était libre. Alors, il était libre. Il était libre. Et vous êtes revus donc tous les soirs? Et moi aussi. Et puis, on s'est vus, on a très vite décidé de vivre ensemble. Mais j'avais quand même la petite question de physique. Sexuelle? Oui. Est-ce que ça allait marcher? Eh oui. Donc vous avez testé? Alors, on a testé. On a passé une semaine ensemble. Dès le premier soir, on a su que c'était formidable. Parce que, vous savez, dans le contact de deux peaux, il y a toute la personne, tout ce qu'on est aussi intellectuellement, sentimentalement. Lui, c'est un grand sentimental, moi aussi. Finalement, nous croyons à l'amour, tous les deux. Vous voyez, regardez. Vous vous êtes mariés à l'église russe de la rue Daru. Là, on vous voit à Cabourg, les deux sentimentaux. Donc, comme dans les contes de fées, il y a le prince charmant. On a bien compris que vous n'avez pas eu de nombreux enfants, mais vous avez une vie ensemble, une belle vie ensemble. Vous en parlez magnifiquement bien. Et comme vous le savez, Michel est là. Michel qui a traversé au mois d'août des grosses difficultés de santé. On va parler de ça. Comment vous appréhendez ça aussi? L'idée que, même si l'amour est très fort et que vous avez la vie devant vous, en même temps, les jours... on y pense, on sait qu'il y a un petit compte à rebours. Mais vous savez, c'est très extraordinaire. Quand il a été très malade, on a eu peur quand même. Hein, il a eu une pneumonie méchante. Mais j'étais tout le temps auprès de lui et le médecin m'a dit un truc extraordinaire. Il m'a dit, vous lui avez passé votre santé. C'est-à-dire que quand on est très fusionnel comme ça, finalement... on se guérit l'un l'autre. Et si la même chose se passait pour moi, je pense qu'il me donnerait tout ça. Michel est là. Bonsoir, Michel Legrand. Michel. Bonsoir. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, mon cœur chéri.
C'est magnifique d'entendre Macha parler de vous comme ça, non? Moi, elle me tire l'alarme. Vous, c'est tous les jours? Oui, vous savez, c'est très émouvant. À la fois, c'est étrange parce que j'ai su toujours qu'à chaque fois qu'un nouvel amour s'annonçait, que ce n'était pas pour toujours. Je savais, depuis le moment où j'ai rencontré le Macha, à Rio de Janeiro en 64, je savais que c'était l'amour de ma vie. À toutes les femmes que j'ai connues dans ces 50 années de silence, je leur ai à toutes parlé de toi, Macha, tu sais. Et c'était en moi. Et je leur ai dit, il y a quelqu'un sur Terre que j'attends et qui m'attend. Et je le savais. Vous savez, on croit savoir les choses, mais quand on croit savoir les choses, c'est beaucoup plus beau que de les savoir vraiment. Car quand elles arrivent, c'est féerique. C'est le destin. C'est ce que le ciel vous apporte. Car le ciel un jour nous emporte. Mais avant de nous emporter, il nous apporte des choses extraordinaires. J'ai eu dans ma vie beaucoup de chance. Mais la chance la plus formidable est Macha Merrill. Waouh! Quand Macha dit qu'elle vous a transmis, Michel, quand vous étiez hospitalisé pendant l'été, toute sa force de vie pour que vous repreniez vous-même goût à la vie, c'est exact? Vous savez, quand on est en perdition, on pense qu'on peut périr. Et que beaucoup de gens qu'on a aimés, qu'on a chéris, ont péri comme ça, sans qu'on puisse quoi que ce soit pour eux. Et je pensais que je ne pouvais rien pour essayer de ne pas sombrer. Et la personne, la force, l'esprit, le regard, la parole qui m'a redonné vie, c'est Macha. À l'hôpital, elle était là tous les jours. Elle me donnait le courage qu'il fallait. Elle me parlait de l'avenir, de notre avenir. Et j'ai repris force. Et j'ai repris courage. Et maintenant, je suis un énorme bonhomme. Tellement je me sens fort. Et je sais que pour la première fois de ma vie, notre amour, c'est pas simplement quelques heureuses années, c'est l'éternité. Je suis éternellement de toi. Magnifique, magnifique. Alors, à un point tel que il revient d'une tournée au Japon où il a fait des concerts extraordinaires. Il va à Londres faire un grand concert. Il va faire Peau d'âne au Théâtre Marigny. Il vient de faire les enregistrements. Il pète le feu. Il est encore plus extraordinaire qu'avant. Mais votre amour est éternel, c'est ce qu'on a entendu. Merci beaucoup, Michel Legrand, d'être venu ce soir dire tout ça en public, même si Macha le sait évidemment. C'était un magnifique message d'amour, Michel Legrand. Oui, c'est simple. Ma vie commence seulement maintenant. C'est plus beau que tout, c'est plus beau que tout. Auparavant, je pensais toujours au lendemain, au surlendemain, ou à la veille, à l'avant-veille, qu'est-ce que je vais faire. Aujourd'hui, j'ai découvert, grâce à Macha, comment on vit pas minute, chaque millième de seconde, chaque parole, chaque regard, chaque sourire. Je t'aime, mon amour, pour toujours. Merci Michel Legrand, merci infiniment. Merci beaucoup d'être venu ce soir donc, dans cette émission. Macha, on va terminer avec ces mots de Michel Legrand. Je vais quand même vous demander, puisqu'il vit chaque minute, chaque seconde, et on sait bien qu'on n'est pas éternel, est-ce que vous projetez après lui, ou alors vous ne voulez même pas l'imaginer?
sais pas, j'y pense pas et ça sera comme veut le destin. Nous nous employons à laisser une trace la plus forte possible pour que, pas seulement l'image de notre amour, mais ce que nous en faisons. C'est-à-dire, moi vraiment, les livres que je vais écrire, les pièces que je joue, je vous assure, ceux qui me voient sur scène en ce moment, ils sentent tout ça. On va très rapidement débriefer tout ce qu'on s'est dit. Macha, ben voilà, c'est le débrief comme d'habitude. Débrief. Oh, mais c'est... Mon Dieu, mon Dieu. Vous êtes arrivé quand même à me la tirer, cette larme que vous aimez. Non, je ne cherche pas particulièrement la larme, mais moi, la larme est arrivée tout seul pour moi, cette déclaration d'amour de Michel Legrand. Ce que j'espère, c'est que tous ceux qui nous regardent sentent que ça existe, l'amour, que c'est possible, et que c'est la seule réponse à tout. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a un qui l'a dit bien avant nous, aimez-vous les uns les autres, mais commencez déjà à aimer une personne, c'est pas mal. Et puis c'est, ce qui est formidable, Zweig dit ça, on ne se comprend pas, on ne peut pas se comprendre, mais on ne peut que s'aimer. Et j'ai appris à espérer. Attendez, l'espoir, c'est de l'amour. Parce que l'espoir, ça veut dire qu'on pense que la vie n'est pas si catastrophique que ça. On va terminer comme ça, avec une phrase que vous allez compléter, pour vivre heureux. Et je vous laisse tranquillement compléter cette phrase. Il faut être deux d'abord, et puis il faut tout donner. Tout donner, absolument. Merci beaucoup, Macha Merrill, de vous être livrée. Je rappelle que vous êtes au Théâtre Montparnasse, une pièce de Stefan Zweig, donc avec Nathalie Dessay. Merci infiniment, Macha. Merci, merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.